Amis téléspectateurs, bonjour. Votre émission préférée, Politiquement chaud, reçoit pour vous aujourd'hui l'honorable Léon Basile Akhossi, député à l'Assemblée nationale. Avec l'invité, nous allons aborder l'actualité politique de ces derniers temps, ce qui se passe dans le pays. Vous savez bien qu'actuellement, l'actualité est un peu effervescente, avec les grèves un peu partout et ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale, des lois votées ces derniers temps. L'émission sera animée avec mon confrère Nouroudine Moussa. Nouroudine Moussa, bonjour. Samuel Dayou, bonjour. Bonjour. Nous recevons, comme vous l'avez dit, Léon Basile Akhossi, député de la 7e législature. Léon Basile Akhossi, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Globalement, nous allons vous demander d'abord la 7e législature, comparativement aux législatures passées. Qu'est-ce que vous pensez? Merci. Oui. Merci. Je peux faire la comparaison, étant donné que j'ai vu la 5e, j'ai vu la 6e. Mais avant ça, permettez-moi de présenter mes meilleurs voeux à vos téléspectateurs, à vous-même, pour le travail que vous abattez et tout le courage dont vous faites preuve. Je dois dire que la 7e législature me rend un peu triste. Elle me rend un peu triste parce que j'ai vu la 5e qui était aussi houleuse que la 6e, mais je n'ai pas atteint, je ne les ai pas vus atteindre les limites, je ne les ai pas vus atteindre les risques de perte de crédibilité, de confiance que nous courons en ce moment. Par rapport à ça, je vais vous raconter une histoire. Il y a une émission qui passait globalement, qui passait sur Golf FM, la radio, animée par son nom m'échappe, et recevait des personnalités. Et Feu Karim Rafiatou, paix à son âme, est passé sur le numéro 100. L'émission était animée par votre confrère Maurice Agbokou. Oui. Elle est passée sur l'émission, le 100e numéro, et à l'occasion de son décès, on a repassé le numéro et j'ai écouté. C'était pendant la 4e législature, juste avant que nous on accède à l'Assemblée. Et elle disait que la législature la plus catastrophique a été la 3e. Après la première, qui a été la meilleure, la 3e a été la plus catastrophique. Aujourd'hui, moi, j'ai connu la 5e, la 6e, la 7e. Je trouve que la 7e est catastrophique. Et quand on va chercher celui qui a dirigé la 3e et qu'on compare avec celui qui dirige la 7e, je dis, l'histoire se répète malheureusement. Ça veut dire que vous, et honorable, vous voulez dire que la 3e législature qui était dirigée par le président actuel de l'Assemblée nationale, qui a la chance encore de revenir encore en 2015, et les choses ne se passent pas bien, vous voulez dire? Oui, par rapport à la 3e législature, je n'étais pas à l'Assemblée, mais j'ai suivi l'émission. C'est une émission enregistrée qui est là, les gens peuvent demander la rediffusion. Quand j'ai suivi de bout en bout, que je compare à ce qui se passe aujourd'hui, je déplore tout simplement que les hommes ne changent pas. Honorable, vos mandants, ceux qui vous ont élu, ceux qui vous ont envoyé à l'Assemblée nationale, vous voient maintenant. Vous êtes politiquement chaud. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale traverse des moments les plus sombres de son histoire. Les moments les plus sombres de son histoire parce que vous savez, depuis le 4 avril 2017, à l'occasion du regard des députés sur le projet de révision de la Constitution, 23 députés n'ont pas voté en faveur du test. Et depuis ce moment, le clivage est net. C'est en fait la règle du jeu dans un hémicycle, parce que si tout le monde regarde d'un même côté, si tout le monde devait s'opposer à ce que le chef de l'État dit, ce n'est pas bon pour le pays.
Et si tout le monde devait applaudir ce qu'ils disent, ce n'est pas non plus bon pour le pays. Mais malheureusement, ceux qui, en leur âme et conscience, ont décidé de ne pas accompagner ce test, sont maltraités, sont stigmatisés. Mais en fait, ce groupe dont j'ai le bonheur de faire partie ne s'inquiète pas de tout ça. Mais quand on regarde par-delà ce que le pays devient, c'est ça qui donne des soucis. Parce que tel que ça se passe, c'est comme si l'Assemblée nationale attend toujours de recevoir des ordres de l'exécutif avant d'agir. Et vous avez dû écouter certaines de nos déclarations où on a dit à maintes reprises que l'Assemblée nationale est vassalisée. Ça, le mot n'est pas assez fort pour dire ce qui se passe à l'Assemblée. Donc, 3e législature, 7e législature, même président, même scénario. Même président, même scénario. Et quelle est l'ambiance aujourd'hui? Bon, au fait, l'ambiance entre les députés, je vous assure que c'est une ambiance extraordinaire. Nous embrassons, nous chahutons, nous échangeons. Nos rapports personnels ne sont pas atteints. Qu'est-ce qui est atteint alors? Ce qui est atteint, c'est notre conception de la gestion de l'Assemblée nationale. Il y en a qui pensent que il faut accepter tout ce que le chef de l'État dit. Il y en a par contre qui pensent qu'on ne peut pas tout accepter. En fait, quand on parle d'opposition, moi, je puis dire que nous ne sommes pas des opposants au régime. Nous voulons apporter notre lecture, nous voulons apporter notre lumière à ce qui se passe à l'Assemblée. Nous ne voulons pas de façon mécanique, ah, c'est le chef de l'État qui a dit qu'il faut faire. Et nous sommes résolus. Quand il y aura des tests qui méritent l'accompagnement, vous verrez que les 83 députés voteront. Surtout que les autres, déjà, eux, vrai ou faux, ils votent pour. Mais quand il y aura des tests, bien pour la République, vous verrez qu'il y aura 83 votants. Nous ne sommes pas opposés, nous ne voulons pas bloquer. Mais nous voulons apporter notre touche. Parce que l'Assemblée aurait pu ne pas exister. Si tout devait être dicté par l'exécutif, l'Assemblée aurait dû ne pas exister. Mais l'Assemblée existe et nous pensons qu'elle doit jouer son rôle. Revenons sur le projet de révision de la Constitution qui a été rejeté. Vous faites partie de ceux-là qui ont rejeté. Dites-nous, sous Yahi, vous avez dit non. Sous Talon, vous dites encore non. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, c'est un peu ça la constante. Sous Yahi, la période choisie pour le faire n'était pas bonne, contrairement à cette période. On avait senti, dans le cas du président Yahi, une certaine volonté de vouloir modifier la Constitution pour ne pas partir. Et puis, ceux qui sont là aujourd'hui ont cultivé cette idée que c'est pour ça qu'ils ont été persécutés. Le président Yahi ne voulait pas partir. Nous qui faisions de l'opposition ouverte et forte à Yahi, on ne pouvait pas le soutenir dans cette position. Mais aujourd'hui, il y a des choses que nous, dans les analyses, il est inconcevable qu'on accepte. Les questions de ratification qu'on devait abandonner au profit du législatif. Mais je vais vous dire, le Parlement est né au monde la première fois en Angleterre. C'est l'Angleterre qui a amené le Parlement au monde. Et pourquoi? Parce que les Anglais ont estimé que la reine faisait trop de dépenses fastueuses. Il fallait vraiment encadrer, mettre une chambre pour qu'elle n'exagère pas. C'est comme ça que le Parlement est né. Et si, au XXIe siècle, on vient nous dire que les prêts, ces choses-là vont passer dans le dos du Parlement, vous croyez que c'est une régression de combien de siècles, je ne sais pas. Et puis il y a d'autres petites choses, le mandat unique, une décision de la Cour, c'est vrai que la Cour peut revenir là-dessus, mais il y a des choses que nous on estimait trop risquées. Nous avons demandé que les choses, certains détails qui ressortaient d'une évidence, qu'on les sorte et qu'on les vote. La Cour des comptes,
la question sur les immunités, on les retouche un peu, mais on dit c'est tout ou rien. On veut réviser. Oui, alors nous, on a choisi le rien. Vous avez le rien. Donc, quand vous avez choisi le rien, qu'est-ce qui s'est passé et que vous devez désigner quand même à l'Assemblée nationale les membres du COS-LEPI, ce que vous n'avez pas fait, jusqu'à ce que quand même vous avez désigné des représentants pour le RAVIP. La Cour a sommé l'Assemblée en quelque sorte, je peux m'exprimer ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste là que vous n'avez pas exécuté. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que notre Assemblée existe comme si elle n'existait pas. Et puis il y a un danger que court tout le pays. C'est le risque de désagrégation des institutions. Parce que la Cour constitutionnelle est notre fétiche. La loi sur le COS-LEPI est là, vivante. On l'a laissée de côté. Donc, on est allé amener un RAVIP. On nous a entretenu dessus. C'est vrai que ce qu'on a dit, c'est pour identifier les personnes, c'est pour faciliter nos actes administratifs, c'est pour faciliter la collecte des impôts. Bon, nous, on est quand même assez mûrs, on voyait un peu au-delà, on voyait ce qui se dessinait et qui continue à se confirmer. Mais j'ai été membre de la CPS-LEPI et puis du COS-LEPI. Je sais un peu comment les choses se passent. Le recrutement du personnel, les sociétés, les opérateurs technologiques, je sais comment ça se passe. Mais il s'est trouvé que tout ça là a été fait avant le vote sur la loi sur le COS-LEPI. Cela suscitait déjà quelques inquiétudes. Safram. Et puis Safram, quand vous entendez son histoire, c'est un peu le COVAX du vieux temps. Je ne sais pas si vous étiez né en ce moment. Il y avait une affaire COVAX. Oui, moi j'ai eu la chance de lire un peu le document de ça. Un COVAX, c'est-à-dire l'histoire de Truand. Donc Safram, ça ne met personne en confiance. Et la façon dont c'est fait aussi, rappelez-vous comment la CPS a travaillé. Rappelez-vous qu'il y a quelqu'un qui a dû prendre le devant de la CPS pour faire ce qui s'est passé. Nous n'avons pas été satisfaits. Il s'est retrouvé dans le gouvernement de Yahi. Aujourd'hui, vous voyez combien le ministre de la Justice est chaud et inconstitutionnel du président. Ça, je ne le lui reproche pas. Mais qu'on mette lui à la tête du RAVIP, quelqu'un qui n'est pas, les gens ne lui font pas confiance pour gérer ces genres de questions. On le met comme son adjoint et qu'on recrute l'opérateur technologique en catimini, qu'on ne connaisse pas le budget alloué au RAVIP, que le RAVIP s'occupe des enfants, des bébés d'un jour, que le RAVIP s'occupe de tous les étrangers. Mais il faut qu'on s'interroge. Il faut qu'on s'interroge. Et la Cour a d'ailleurs bien fait de venir recadrer et préciser les choses. Le COS-LEPI est là et il est désormais clair qu'on ne pourra pas aller aux élections avec le RAVIP. Même si les gens s'entêtent et qu'on ne le corrige pas, on ira avec la formule actuelle. Parce que j'ai entendu dire dans les couloirs du palais qu'on va proposer une loi pour abroger la loi sur le COS-LEPI. Mais j'ai dit, même si on l'abroge, c'est l'histoire d'un couple. Quand le couple divorce, les enfants qui sont nés, on ne leur coupe pas la tête. Non. La loi sur le COS-LEPI est installé et il est dit qu'il va gérer les élections jusqu'en 2021. Nous en tenons à ça. De toutes les façons, la minorité parlementaire a désigné le 21 décembre ses 4 représentants. Nous attendons. Vous avez déjà désigné vos représentants? Nous avons désigné. Et l'autre bloc qui est devant, pourquoi il n'a pas encore désigné? Non, ils attendent que les autres viennent d'ailleurs. Et puis, vous voyez, c'est manifeste. Nous sommes devant l'impasse. Mais nous gardons espoir. Parce que on aurait pu l'étudier. Moi, j'ai dit... on avait plusieurs procédés. Le président de l'Assemblée, c'est un grand juriste. Ça, il faut le reconnaître et le respecter sur ce plan.
Il connaît bien le droit, il connaît bien les procédures. Un de nos collègues a demandé procédure d'urgence. Bon, comme ils étaient préparés à ne pas le faire, ça n'a pas passé parce que si 10 personnes demandent, il faut que la majorité accepte. Mais quand nous sommes sortis, parce que même au sein de la majorité, du bloc de la majorité, il y a des gens qui voulaient qu'on étudie le test. Il y a un qui est venu nous dire, mais vous aurez pu demander un rapport oral. On lui a dit, c'est vrai, on n'y a pas pensé. Mais si on le demandait, ce serait soumis à la même procédure, ça n'aurait pas marché. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas été fait. Mais nous, nous sommes sereins. De toutes les façons, nous ne voyons pas un jour qu'on convoque les élections sur la base du RAVIP après cette décision de la Cour. Non, ce serait le plus gros scandale du siècle. Nous ne voyons pas ça à l'avenir. Déjà que notre démocratie n'est qu'institutionnelle. C'est seulement les institutions qui nous font dire que nous sommes en démocratie. Dans les faits, je ne sais pas si nous sommes encore en démocratie. Vous parlez de faits, honorable Léon Basile Rossi. Le droit de grève est un fait. Mais arrivé un moment donné, le Parlement, un de vos collègues a introduit une loi. Et cette loi-là, ils ont retiré le droit à quelques entités. Je peux dire les médecins, les paramilitaires et les magistrats. La Cour a parlé maintenant. Oui, vous savez, comme je vous ai dit, c'est un Parlement majoritairement inféodé à l'exécutif. Et même dans ce groupe, je ne sais plus combien, ils sont 60 au moins, 62, je ne sais plus. Mais dans ce groupe, il y en a encore qui sont plus proches. Et quand ils apparaissent au Parlement, bon, c'est comme un messager du chef de l'État qui arrive. Et c'est eux, les lois qu'on prépare au ministère de la Justice, c'est eux qui les endossent, qui les font passer. Ça fait partie de la procédure législative. Mais les conditions dans lesquelles tout ça là s'est fait n'inspiraient pas confiance. Premièrement, le personnel judiciaire avait un contentieux avec le gouvernement. Ils ont rencontré le chef de l'État, on leur a demandé un moratoire, et c'est à la veille du moratoire qu'on sort cette affaire, qu'on glisse dans un test où ce n'était pas prévu. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, on dit, les magistrats, les gens croupissent en prison, tout ça. Mais non, non. Même sans faire de grève, il y a des gens qui sont en prison depuis 3 ans, qui ne sortent pas. J'ai demandé, on m'a dit qu'on a en gros 135 magistrats pour tout le pays. C'est insignifiant. 135 magistrats. Il y en a plus, mais il y en a dans les... ils appellent ça chancellerie, au ministère, un peu partout. En fait. Mais environ 135. Et qu'est-ce qui empêche le recrutement pour augmenter le nombre? C'est vrai qu'ils viennent de lancer un recrutement. Je crois qu'ils en ont pris 80. Mais le temps que ceux-là soient formés et prennent service, les prisonniers attendent. Bon, c'est vrai que ça a été un recrutement à polémique, mais espérons qu'ils vont continuer pour alléger la tâche aux magistrats. Donc, les magistrats, ce n'est pas parce qu'ils ne font pas, parce qu'ils font grève que les gens croupissent en prison. Et puis de deux, actuellement, je dois dire que les magistrats ont joué un grand rôle dans le dénouement de la crise entre notre compatriote Patrice Talon, qui avait été, selon nous, abusivement contraint à l'exil, et Boni Yahi. Les magistrats ont joué un grand rôle. Il faut permettre à ce corps d'être libre, d'être indépendant. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On fait des affectations arbitraires, totalement arbitraires. Moi, je connais un cas. On a demandé de soumissionner pour le poste, appel à candidature. Un seul postule, et c'est un autre qui n'a pas postulé qui vient à sa place. Voilà un peu les choses. On prend des gens plus gradés, on met sous des gens moins gradés. Si les magistrats acceptent, parce que c'est un corps prestigieux, et puis ils ne rendent pas seulement la justice au nom du peuple, ils rendent la justice au nom de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le plus juste. Alors s'ils acceptent
qu'on leur fasse faire des choses qu'ils ne doivent pas faire, ce n'est pas juste. C'est tout le pays qui est en insécurité. C'est pour ça, moi, je dis, on ne doit pas retirer aux magistrats le droit de grève. Mais quand on parle aussi des personnels de la santé, non, nous mettons les projecteurs sur le côté qui nous arrange. Nos hôpitaux, déjà, sont des mouroirs. Ça, je le dis. J'étais au CNHU jeudi dernier, vendredi dernier, et avant-hier. Avant-hier et hier, j'étais au CNHU parce que j'avais des contrôles à faire, j'avais des analyses à faire. Mais est-ce que vous pouvez savoir que le service de dialyse n'a pas d'échographe? Le service de dialyse du CNHU n'a pas d'échographe. Et comment ils arrivent? Voilà. Et il y en a 2 ou 3 dans tout l'hôpital. Lorsque les gens arrivent, c'est l'un des premiers appareils dont on a besoin. Ils n'en ont pas. Et je me suis renseigné, on m'a dit, le tout dernier, bien, ça ne dépasse pas 15 millions. 15 millions. De francs CFA. Mais ils n'en ont pas. Et le médecin qui m'a reçu, quand j'ai eu toutes ces informations, je lui ai posé la question. Il m'a dit, mais c'est vrai. Et il m'a ajouté ceci. Il y a des gens qui arrivent. Je vois, je fais le diagnostic. Mais je les vois mourir tout doucement jusqu'à ce qu'ils meurent. Je dis, mais docteur, c'est pas possible. Il dit, oui, je fais le diagnostic, mais je n'ai pas le matériel pour le traiter. Et il ne fait pas partie de ceux qui bénéficient des évacuations sanitaires. La procédure est très longue. Quand vous êtes un paysan à Banikwara ou au Tchumi, la procédure est si longue que vous avez le temps de mourir. Donc, les médecins, ce n'est pas parce qu'on ne leur a pas donné 5 millions de salaire comme les préfets, ce n'est pas pour ça qu'ils sont en grève. Mais ils sont là, ils ont appris un métier qu'ils connaissent, mais qu'ils ne peuvent pas exercer. Pendant ce temps, nous gaspillons l'argent. Alors, moi, je crois que le gouvernement a voulu faire ça pour se dire, bon, la loi a dit, si quelqu'un fait, j'ai appris qu'on va radier les magistrats. J'ai rigolé. J'ai rigolé. Pourquoi vous avez rigolé? J'ai rigolé. Non, on ne peut pas radier les magistrats quand même. On peut radier personne. On peut radier personne. Si on veut mettre le pays sans dessous-dessus, on n'a qu'à l'essayer. Déjà qu'on n'est même pas arrivé là, vous voyez comment le pays est. Ça tourne, ça bouillonne. Donc moi je dis, la première chose, c'est le dialogue. C'est le dialogue, c'est la toute première chose. Exposer les possibilités de l'État et discuter avec les gens. Mais lorsqu'on dit, c'est ça que je veux, c'est ça qui doit être fait, c'est ça qui nous amène là où nous amène. On aura avant que nous n'évoluions, et avant qu'on ne quitte cette question, on va vous poser cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Assemblée joue-t-elle réellement son rôle d'une institution de contre-pouvoir, de contrôle de l'action du gouvernement? Vous contrôlez vraiment aujourd'hui, la 7e législature est en train de contrôler les actions du gouvernement depuis 2015? Non, à partir de ce que j'ai dit au début de l'émission, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne contrôle rien. Et puis bon, nous sommes dans une démocratie, comme j'ai dit, institutionnelle, c'est la loi de la majorité. On ne contrôle vraiment rien. On ne contrôle rien. Et je ne sais pas s'il nous est permis de chercher à contrôler avec cette législature. Je ne sais pas s'il nous est permis de chercher à contrôler. Parce que nous sommes 4 députés à avoir saisi la Cour constitutionnelle il y a quelques jours sur le dossier Laurent Métogno et consorts. Mais là-dedans, nous avons dit que le président de l'Assemblée nationale, président du Parti du Renouveau démocratique, pour lequel par ailleurs j'ai beaucoup de respect, et ces députés disent qu'ils soutiennent l'action du gouvernement. À partir de ce moment, tout ce qui vient du gouvernement, on l'applique. Et il y a des questions orales au gouvernement qui sont là, auxquelles on ne répond pas. Et puis, quand le chef de l'État parlait au syndicat du port, il a dit qu'il a trouvé quelqu'un pour, je ne sais pas, si le port est vendu ou si c'est pour être géré, je ne sais pas.
il a sorti cette phrase qui a retenu mon attention. Il dit « J'ai une majorité à l'Assemblée nationale ». Ça veut dire qu'il s'adosse à cette majorité et il fait passer les choses qu'il veut faire passer. Ce n'est pas particulièrement lié à ce gouvernement. Mais je crois que là, maintenant, la 7e législature en fait de trop. En fait de trop. Honorable Léon Basile Akhossi, revenons sur la question du retrait du droit de grève. La Cour a dit non, on ne peut pas retirer, on peut encadrer. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui attend les travailleurs par rapport à l'encadrement dont la Cour parle? Oui, nous avons, la minorité a lancé un appel pour que un travail préparatoire soit fait par la commission des lois de l'Assemblée nationale et l'ensemble des acteurs sociaux pour débattre des limites à mettre. C'est sûr qu'ils demanderont plus. Et l'Assemblée ne va certainement pas leur donner tout. Mais si on ne fait pas ce débat, à partir du moment où nous sommes dans un pays où la Cour constitutionnelle parle, personne ne respecte, nous voterons la loi, ils ne respecteront pas. Et ça va être le drame. La session a été clôturée mardi dernier, sans qu'on ait évoqué cette question. Quelqu'un m'a demandé, mais vous ne voulez pas faire l'encadrement? J'ai dit non. L'Assemblée a reçu avant ça la décision de la Cour sur le COSLEPI. Elle n'en a pas parlé. Elle ne peut pas sauter ça et aller parler de l'aménagement du droit de grève. Donc, nous, on attend. On amènera certainement la question du COSLEPI avant l'autre, puisque la question du COSLEPI a été affectée depuis le 21 décembre. Il faut qu'on nous dise où on en est avant de nous parler du droit, de la canalisation ou de l'aménagement du droit de grève. Mais pendant ce temps, malheureusement, les fonctionnaires sont en grève. Nous, de la minorité, on a pris certains contacts. On a même lancé un appel sur Canal 3, je crois, pour demander à nos compatriotes, bien qu'ils aient entièrement raison, qu'ils soient totalement dans leurs droits, on a pris quelques contacts pour leur demander de reprendre le travail. Mais on attend un peu partout qu'il y a une télécommande qui leur dit qui insigne la grève, aujourd'hui que la grève. Oh, vous savez, quand il y a un fable là, quel est cet oiseau qui voulait, ou bien un animal qui voulait cueillir un fruit sur l'arbre, il n'y arrive pas, il dit le fruit est vert. Quand les gens se sentent débordés, quand ils sont pris dans le piège de leur propre turpitude, ils s'en prennent à d'autres. Il y aura toujours quelqu'un en politique pour activer les autres. Il y aura tout. Mais le président de l'Assemblée, le jour de son investiture, a dénoncé les télécommandes. A dénoncé. Et je garde en mémoire cette phrase. Aucune des deux télécommandes n'est vertueuse. Il l'a dit. Il l'a dit le jour de son investiture. Les discours sont là. Moi, je dis les choses en prenant des références. Mais aujourd'hui, tout le monde sait et il ne s'en cache pas que c'est la télécommande qui le fait bouger vers la droite ou vers la gauche. C'est un peu ça la politique. Pendant que eux, ils vont accuser quelqu'un. Celui-là, on ne s'entend pas avec lui. C'est lui qui dit aux gens d'aller en grève. Peut-être que c'est vrai, mais peut-être que c'est faux. Et puis, quand vous voyez ces travailleurs, ceux qui dirigent l'action syndicale, c'est de grands intellectuels. C'est de grands intellectuels. Un gars comme Zouno Kwaku-Jean, directeur du plan d'État quand il était en fonction. Un gars comme Azatassou, professeur d'université. Comment on va dire que ceux-là vont se laisser téléguider? Bon, peut-être que si j'étais du bloc de la majorité, je parlerais aussi de télécommande. Mais moi, je n'y crois pas. Vous avez dit tout à l'heure, la session budgétaire a pris fin le mardi passé. Oui. C'est une session où vous avez voté, même si vous avez voté non, toutes les fois, plusieurs lois qui ont été rejetées. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une étude préalable avant le vote ou comment ça se passe? Qu'est-ce que la commission des lois fait aujourd'hui? Vous avez suivi dans une de nos déclarations, nous avons dit et insisté que la commission des lois est à genoux devant le ministre de la Justice. Je le réaffirme. Le président de la commission des lois, c'est un magistrat. Un magistrat, ce n'est pas un analphabète.
Mais entre ce que vous êtes, vos capacités intellectuelles et la politique, si vous ne savez pas prendre vos marques, on va vous faire des choses. Dans notre commission des lois est au service du ministère de la Justice. Et lorsque le ministère de la Justice fait les choses, on ne prend pas le temps à l'Assemblée de dire ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. C'est comme ça, c'est un professeur agrégé qui a amené, on lance. Mais la Cour est un filtre. Malheureusement, la Cour retoque et on a honte de corriger. Parfois on applique. J'ai lu sur WhatsApp aujourd'hui, on a cité les décisions de la Cour que le gouvernement a refusé de respecter, le recours de M. Todomé, de M. Maforican. J'ai vu un certain nombre de choses. C'est bien, c'est pour ça que je dis que nous courons un risque. Parce que si les institutions, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, bon, vous voyez à quoi se livre la HAC aussi, si ces institutions qui sont les gardiens de la République ne peuvent plus jouer correctement leur rôle, nous allons vers une société qui va être totalement désaxée. Et ce serait dommage que des gens aient donné leur vie pour qu'on aille à la conférence nationale. Honorable, c'est sur ça que je vais vous poser une petite question avant qu'on ne fasse une petite transition. Et on a vu, à la fin de l'année, la déclaration du jeune député, si je peux m'exprimer ainsi, Guy Mitokwe, que une séance que le président de l'Assemblée a suspendue. Après, vous avez intervenu, vous avez eu une réaction. Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant aux téléspectateurs? Oui, vous savez, c'est bien triste. C'est bien triste parce que l'honorable Guy Mitokwe a été, pour la circonstance, le porte-parole du groupe des 21. Donc, ce n'est pas lui qui parlait. C'est le groupe de 21 députés, appelés députés de la minorité parlementaire, qui s'exprimait. Le président de l'Assemblée, qui n'aime pas qu'on dise des choses qui peuvent gêner l'exécutif, a prétesté de l'outrage, au gouvernement, et il a suspendu. Mais vous dites qu'il a prétesté. Est-ce que ce n'est pas la loi qui le stipule? Non, ça, ce n'était pas un outrage. Je vais vous dire quelque chose. Pendant cette 7e législature, un de nos collègues a fait une déclaration à l'Assemblée et il a dit que le président Yahi Boni a détourné les sous issus de la vente des immeubles et des voitures des gens de l'ICC. Et lorsqu'il a dit, le président Yahi Boni a détourné, il dit, je dis détourné pour être poli, sinon il a volé. Le président de l'Assemblée était là, à l'aise, il écoutait ça, et notre collègue... Maître Adrien Humbéji. Alors que dans ce cas précis, il y a l'outrage. Mais c'est ça même l'outrage. Mais où est l'outrage de l'autre côté? Et du côté de Mitokwe. Non, Mitokwe a dit l'Assemblée va vassaliser la commission des lois à genoux devant le ministre de la Justice. C'est ça qui est outrage. Mais lorsqu'on dit qu'un chef d'État a volé, le président de l'Assemblée n'a pas cru devoir arrêter. Donc vous voyez un peu ce que nous vivons. Vous voyez ce que nous vivons. Et ce truc-là, vous pouvez le rechercher. Je crois qu'Anal Toa est représenté à l'Assemblée. Vous recherchez, vous retrouverez. Le député a fait sa déclaration. Le président de l'Assemblée assis derrière, la déclaration est passée de bout en bout. Donc moi, quand outrage, je crois que quand on titille un peu l'exécutif, ça lui donne des urticaires. Alors, il n'aime pas. Il a arrêté. Bon, mais non, le peuple a eu le message. Vous avez dit tout à l'heure que Guy Mitokwe parlait en votre nom, vous les 21. Oui. Ça veut dire que le discours a été rédigé d'avance. On a rédigé, on a arbitré, on a corrigé, on a adopté. Mais est-ce qu'on pouvait arrêter ce discours? Est-ce qu'il pouvait changer au cours de la lecture? Non, il ne peut pas changer. Est-ce que quelque chose se passe
Quand vous faites avant de faire une déclaration à l'Assemblée, est-ce que copie va au niveau de la SP du président? Non. Le règlement intérieur ne prévoit pas ça. Mais notre collègue a dit, Monsieur le Président, ce n'est pas moi qui... Ce n'est pas mon discours, c'est le discours d'un groupe. Si vous ne voulez pas, je peux me retirer. Alors, il consultait quelqu'un, il demandait de... Puis après, je crois qu'il ne supportait plus. Et il a arrêté. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que, je l'ai dit tantôt, c'est un grand juriste. C'est un grand juriste. Nous ne l'avons pas connu quand il exerçait, mais quand on entend son histoire, on a du respect pour la qualité professionnelle. Mais aujourd'hui, face aux pécadilles, face aux petites choses... Là, c'est le jardin de la politique comme ça. C'est un mauvais jardin de toutes les façons. C'est un mauvais jardin parce que ça vous dénature. Et puis, j'ai entendu un de mes collègues louer sa gestion de la 17e. Et il a dit que quand il compare ça avec les autres, il est le meilleur. Malheureusement, c'est la première fois qu'il vient à l'Assemblée et il se met à comparer. Mais moi, je dis, comme la 3e, la 7e, c'est pas bon. Aujourd'hui, j'entends dans les coulisses de l'Assemblée que nos comptes sont au rouge. Les comptes de l'Assemblée? Les comptes de l'Assemblée sont au rouge. Ça circule dans les... Moi, je ne sais pas. Vous avez voté un budget conséquent? Oui, mais si on fait des dépenses qui ne sont pas des dépenses de qualité. Si on fait des... Je vais vous dire... L'Assemblée tracé déjà quand vous... Non, ce qui se passe là-bas, je crois que les gens ont intérêt à être accrochés au pied du chef de l'État pour ne pas prendre des risques. Parce que, je vais vous donner un petit exemple. L'Assemblée n'a pas de section escorte. Les motos qui accompagnent les... On n'en a pas. Mais on a acheté des motos qui sont là. Depuis déjà 2 ans. Qui a acheté? Qui est l'ordonnateur du budget? C'est pas Rossi. Les motos sont là. Et quand vous en parlez, on dit, ah non, il ne faut pas dire ça. Non. On fait des dépenses qui ne sont pas de qualité. À l'Assemblée nationale. On fait des dépenses qui ne sont pas de qualité. Moi, je le dis. Si quelqu'un conteste, qu'on demande un audit, qu'on demande un contrôle. Et la conférence des présidents, elle est devenue quoi alors? La conférence des présidents, combien de gens il y a dedans qui ne sont pas du bloc? C'est peut-être 2 ou 3 maximum. Ça va faire quoi? On est dans un système démocratique. 42 députés peuvent désigner le président de l'Assemblée contre 41 qui refusent. Vous le savez. Oui, donc on est dans un système démocratique. Et c'est comme ça, moi je dis. Mais écoutez, j'ai fait quelques enquêtes parce que le bloc de la minorité, nous ne sommes pas très nombreux, mais je salue mes collègues parce que nous travaillons beaucoup. À la date d'aujourd'hui, l'Assemblée a des dettes. L'Assemblée a des dettes. Si vous allez au niveau de SOCAR, vous allez au niveau de CIFAO, il y a même des institutions à qui on doit de l'argent, qui écrivent, on ne répond même pas. Ils écrivent et vous ne répondez pas. Ils écrivent, on ne répond même pas. Vous pensez à la 8e, à la 9e, à la 10e? Bon, j'ai un DG de société qui m'a dit ceci. Il dit on était encore un peu plus heureux avec la 5e et la 6e. Mais en ce temps-là, je me rappelais que votre grand frère, je l'appelle comme ça, votre grand frère, Mathieu Nangouya, plusieurs fois, vous avez rejeté même son rapport. C'est ça, les aléas de la politique. Mais en partant, je sais qu'il a laissé beaucoup d'argent, il a fait beaucoup d'économies à l'Assemblée. Donc Mathieu Nangou a fait beaucoup d'économies à l'Assemblée. Ce n'est pas lui-même qui me l'a dit. J'ai entendu ça, je suis allé lui poser les questions. Il a ri, il a dit en tout cas, les caisses n'étaient pas vides. Il a laissé plusieurs milliards. Tout ça là n'existe plus aujourd'hui. Okay. Revenons sur le vote des lois à l'Assemblée. D'une manière, de façon expéditive, nous avons constaté que les lois, c'est une chaîne. Vous votez seulement et ça suscite des réactions. C'est quoi? Est-ce que là aussi, ce n'est pas un piège au gouvernement? Un piège que l'Assemblée est en train de tendre peut-être au chef de l'État. Quand vous dites vous votez, j'assume. En tant que député, j'assume. Mais c'est déplorable. C'est déplorable, je dois vous le dire. Mais député, j'assume.
Même si c'est non que vous votez. Oui, même si je vote non, à la fin, le président dit l'Assemblée nationale a adopté la loi. C'est terminé, c'est tout le monde que ça engage. C'est comme je vous ai dit, les débats ne sont plus bons, les débats ne sont plus sereins, les débats ne sont plus honnêtes, les débats ne sont plus intellectuels. Ah, ça vient d'où? Bon, on vient d'introduire un projet de loi sur la charte des partis. Bon, tout le bloc a signé. Un de nos collègues s'est chargé d'introduire. Mais parmi eux, quand on se retrouve, on est tous la convivialité hier. Ils disent, mais cette affaire-là, c'est pas bon. Hein. Cette affaire-là, c'est pas bon. J'ai dit, oui. C'est vous qui l'avez fait, non? Vous allez en payer le prix. Aucun député n'est contre les grands regroupements. Majorité, opposition, aucun n'est contre. Mais par contre, ce qui n'est pas bon, c'est que les politiciens soient là, n'y pensent pas, et que c'est un chef d'État qui vient vous tracer les lignes. C'est ça qui est gênant. Et personne n'ose critiquer la chose. C'est bon, mais le chef de l'État nous a dit, il a dit ça sur le plateau de l'ORTB, il y avait certainement des journalistes de Canal 3. Il a dit, dans tout ce que je fais, je pense d'abord à moi-même. Je ne sais pas si vous avez suivi. Bon, moi j'ai suivi ça. Comment vous avez compris ça? Il pense à lui-même. J'ai compris ce qu'il a dit. J'ai compris comme il a dit. Il pense à lui-même, c'est de là qu'il veut poser la question, à savoir, aujourd'hui, là, quand on prend le PAG, oui. Parce que le temps nous presse un peu. Oui, oui. Le PAG. Non, le PAG. Votre regard sur le PAG. Non, je crois que... Votre regard sur le fonctionnement de l'État. Le PAG, je crois que nous l'avons mis de côté depuis que nous avons commencé la politique de la ruse et de la rage. Parce que si on doit suivre la planification que nous impose le PAG, on ne pourrait pas rattraper des électeurs, on ne pourrait pas maîtriser certaines zones. Qui veut rattraper les électeurs? Mais la dernière fois, le chef de l'État a dit, même si je veux faire 10 ans, il faut que je réussisse mon quinquennat. Ça veut dire, s'il veut faire 10 ans, il faut qu'il rattrape les électeurs. Là où il les avait laissés. Il faut qu'il les rattrape. Et puis, même si je veux faire 10 ans, moi j'aurais dit, même si je vais solliciter un second mandat, ça me paraît un peu plus chose là. Bon, mais c'est pour dire que avec la ruse et la rage, nous ne savons pas jusqu'où nous allons. On ne sait pas jusqu'où on va. Donc le PAG, je crois que ça ne va pas être honnête de leur part de dire que c'est ça qu'on exécute. Peut-être que de temps en temps, on pique des choses dedans. On pique des choses. Il y a une route qui vient d'être financée par la BOAD d'Amazon, qui n'était pas prévue au PAG. Mais les circonstances sont faites. Et ça, moi, ça me profite, la route Lokossa-Dogbo. Les circonstances ont fait que, sortant du PAG pour faire un saut, dehors, nous on a gagné ça. Bon, mais PAG, je crois qu'on en parle de moins en moins. Revenons sur les propos de Maître Adrien Moumbéji lors de la présentation des vœux au chef de l'État. Nous avons tous suivi ce qu'il a dit lors de la séance. Comment qualifiez-vous, comment vous entendez ces propos? Un pays à terre complètement, que Talon a hérité. J'ai eu honte. J'ai eu honte, je n'exagère pas quand je le dis. J'ai eu honte parce que pendant la campagne, l'une des raisons exposées par le président Moumbéji pour rejeter son soutien au candidat opérateur économique, il a évoqué le PVI. C'était pas ça le plus grave. Mais il a fait ressortir la collusion entre l'actuel chef d'État et l'ancien. Ah, c'est le PRD seul qui s'est battu contre ça, le désordre que le PVI a fait. Mais pendant ce temps, le président Yahi Boni faisait faire des marches
Ça veut dire que le président Patrice Talon et Yahi Boni se sont entendus sur beaucoup de choses pendant dans la gestion du pays pendant les 7 premières années. Et c'est les 3 dernières années qu'il a été absent. Donc en disant que le pays tel qu'il a peint, il a insulté le président Patrice Talon. Il l'a insulté. Ah bon? Il l'a insulté. Parce que pendant la campagne, il avait déjà dit que c'est des gens qui étaient en collusion. Il vient dire que ce que l'autre a laissé est catastrophique. Mais quand vous analysez, c'est une insulte à l'autre. Vous avez fait la campagne pour le même candidat? Oui, oui, on a fait la campagne pour le même candidat. Bon, seulement qu'après ça, moi j'ai dit, je vais accompagner le chef de l'État dans tout ce qu'il fait de bon. Je ne suis pas allé faire déclaration à la télé avec toute mon équipe, mais c'est ce que j'ai décidé de faire et c'est ce que je fais. Et c'est ce que je fais. Alors, quand je l'ai écouté, j'ai regardé derrière, j'ai relu l'histoire et j'ai dit Dieu aime ce pays. Dieu aime ce pays parce que si en 2011, le candidat unique de l'Union fait la nation que j'avais soutenu, qui était Maître Adrien Humbedji, bon, avait été élu, ça aurait été plus catastrophique que ça. Ça aurait été plus catastrophique que ça. Donc, à quelque chose, malheur est bon. Et puis, je ne suis pas seul à le penser. Beaucoup de gens disent, oui. Donc, ça là, quelles que soient ces récriminations contre le président Yahi Boni, il ne pouvait pas faire cette analyse de la situation politique du Bénin que le président Patrice Talon est venu retrouver. Et puis, lui-même avait des acquaintances avec le président Boni Yahi. Moi, je tire ça des événements. Le président Boni Yahi était très accroché aux questions de l'EPI. Mais il a donné la direction du COS l'EPI au PRD. Ça, ce n'est pas des choses qu'on donne en passant, te voir, on dit, bon, je te donne. Non, c'est des négociations. Le PRD a eu la direction du COS l'EPI pendant qu'il a été là. C'est à ce moment que j'ai vu qu'ils ont étalé au grand jour leur complicité. Qu'on en vienne aujourd'hui à dire ce qu'on dit, c'est pas bon. C'est pas bon, surtout si on prétend être un vieil homme. Est-ce que vous ne trouvez pas raisonnable le soutien de Maître Adrien Humbedji au président de la République, M. Patrice Talon? Il a été élu à 65% contre le candidat de Maître Adrien Humbedji. Mais si les Béninois ont choisi prendre Patrice Talon comme président de la République, pourquoi ne pas le soutenir comme il le fait? Le président Talon est le président de tous les Béninois. Tous les Béninois doivent le soutenir. Mais nous, le bloc de la minorité, nous sommes contre le soutien inconditionnel. Nous sommes contre le soutien inconditionnel. Il faut, parce que l'homme, s'il sort de son cogito ergo sum, c'est-à-dire c'est parce que l'homme réfléchit qu'il est au-dessus de l'animal. S'il sort de ça et qu'il ne peut plus réfléchir, tout ce qu'on dit, c'est oui, 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 bon, 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 oui, oui, oui. Non, il n'est plus un homme. Il faut qu'on reste des hommes pour que la République avance. Le temps est parti à cette émission est en train de dire ça fait, mais je voulais vous êtes allé à l'Assemblée sur quelle liste? La liste Union fait la Nation. Union fait la Nation. Aujourd'hui, le bloc Union fait la Nation, vous êtes toujours membre? Et je suis, jusqu'à ce matin-là, je suis membre de l'Union fait la Nation. Je suis membre du groupe parlementaire Union fait la Nation. Donc, bon, maintenant, il y a des perspectives, hein. Il y a des recoupements, des regroupements qui se font. Peut-être j'y serai, peut-être je n'y serai plus. Ça, c'est un débat que nous ferons par rapport aux prises de position de l'Union fait la Nation. Aujourd'hui, les téléspectateurs vous voient pour quelques secondes de façon ramassée. Qu'est-ce que vous pouvez demander à Patrice Talon, président de la République du Bénin en ce moment? Le dialogue. Le dialogue qui permet de gérer une nation apaisée. Et il faut que le président de la République se dise, si je pouvais tout faire, si je pouvais réfléchir seul,
il n'y aurait pas de gouvernement, il n'y aurait pas d'assemblée. Donc, le dialogue, beaucoup de dialogue, et je crois que la situation va s'apaiser. La situation va s'apaiser, nous disons Moussa. Léon Basile Akhossi, merci. Vous nous avez éclairé sur certains sujets tels que des lois votées, enchaînées et puis rejetées par la Cour. Vous avez dit pourquoi c'est comme cela. Vous avez comparé la 7e législature à la 6e. J'ai comparé la 7e à la 3e, oui, qui, comme par hasard, ont été ou sont gérés par la même personne. Par le même président, oui. Et puis c'est les mêmes réactions, les mêmes comportements que vous vivez. Les mêmes remarques. Moi, je n'ai pas remarques. vécu la 3e, mais ceux qui ont vécu s'en sont plaints et s'en plaignent même toujours. Vous avez appelé aussi le président de la République, M. Patrice Talon, au dialogue. Merci Léon Basile Akhossi, Samuel Daoud, merci. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain, même heure, sur les chaînes de télévision Canal 3 Bénin, Canal 3 Wama et Canal 3 Fongwe. Merci.